Sur une route isolée dans le nord du New Hampshire, un couple raconte avoir rencontré des créatures venues d'une autre planète. Betty et Barney Hill disent avoir été suivis sur l'autoroute numéro 3 par ce qui ressemblait à une étoile en mouvement. Ils se sont arrêtés et ont constaté que l'étoile était en réalité un vaisseau en forme de disque. Et à 22h15, le trou noir. Les Hill sont persuadés qu'à cet instant, ils ont été enlevés. L'affaire Betty et Barney Hill a suscité un tout nouvel intérêt pour les enlèvements par des extraterrestres. J'ai vu plusieurs ovnis, j'ai même subi des expériences. Pourquoi un habitant d'une petite ville raconterait qu'il a été enlevé s'il n'y croyait pas dur comme fer? Des gens ont été emmenés par des extraterrestres. Cette tâche a un rapport avec l'enlèvement? Il y a un lien biologique. Armée de nouvelles pistes et pièces à conviction, l'équipe va examiner le phénomène des enlèvements par des extraterrestres. C'est l'affaire clé, celle qui présente le plus de preuves parmi tous les scénarios d'enlèvement. Et elle va assister à une intervention chirurgicale inédite pour retirer un supposé implant extraterrestre Je n'ai aucune raison d'avoir ça en moi. qui fera ensuite l'objet d'analyses détaillées en laboratoire. On a détecté une fréquence radio. L'objet se déplace tout seul. C'est flippant. Enlèvement par des extraterrestres, phénomène psychologique Il aimerait croire qu'il a été enlevé, mais c'est peut-être simplement un coup monté. ou réalité. Les sceptiques ne savent pas de quoi ils parlent. L'équipe d'UFO Magazine rouvre l'affaire numéro 61203, les enlèvements par des extraterrestres. Pourquoi on pense tout de suite à cette image dès qu'on entend le mot extraterrestre? Les gros yeux et la grosse tête. Comment on peut savoir à quoi il ressemble? C'est une extrapolation de l'image décrite par Betty et Barney Hill la première fois qu'ils ont raconté leur enlèvement en 1961 dans le New Hampshire. C'est ça qui a eu un effet boule de neige dans tous les États-Unis. Dans les années 50, l'âge d'or des premiers contacts extraterrestres, les gens s'appelaient les contactés. Avec l'affaire Betty et Barney Hill, les contactés sont devenus les kidnappés. 19 septembre 1961. Betty et Barney Hill rentrent de leurs vacances au Canada. Ils roulent vers le sud sur l'autoroute numéro 3 près de Franconia-Notch dans le New Hampshire. J'ai continué de rouler. Vers minuit, une étoile anormalement brillante attire leur attention. Les Hill sont tout d'abord surpris. Je l'ai vu filer et passer derrière la voiture. Avant d'être terrifiés. Elle est juste au-dessus de nous. Betty, regarde. L'étoile dans le ciel a l'air de les suivre. J'ai accéléré pour lui échapper. Ce qu'ils ont d'abord pris pour une étoile brillante se transforme en un vaisseau de 25 mètres de diamètre avec une double rangée de hublots. J'ai quitté l'autoroute. Le vaisseau les suit et s'immobilise juste au-dessus de la voiture. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Soudain, j'étais perdu. Et tout à coup, tout ce dont les Hill se souviennent, c'est de rouler vers le sud sur l'autoroute numéro 3, mais à leur grande surprise, de longues heures plus tard. Même s'ils se souvenaient de plusieurs détails de l'incident, ils n'avaient aucun souvenir de ce qui s'était passé entre le moment où ils avaient vu le vaisseau et celui où ils s'étaient retrouvés dans leur voiture. D'après Interrupted Journey, le voyage interrompu, le best-seller qui a fait connaître l'histoire des Hill au monde entier, Betty et Barney Hill se seraient souvenus sous hypnose d'avoir lutté contre des petites silhouettes, des humanoïdes. Ils ont également affirmé avoir été traités comme des spécimens de laboratoire. L'un des aspects les plus importants de cette affaire sont les preuves tangibles que prétendaient détenir les Hill. Vous devriez aller dans le New Hampshire pour qu'on rouvre le dossier. Si vous rapportez des preuves, je sais par quel laboratoire les faire analyser. Vous savez tous ce que vous avez à faire. On fait nos valises et on part pour le New Hampshire.
L'équipe de chasseurs d'ovnis se rend dans le nord du New Hampshire pour reprendre le même itinéraire que les Hill ce soir-là. On ne peut pas étudier les ovnis sans envisager sérieusement qu'ils peuvent interagir avec nous. Donc on ne peut pas occulter le phénomène des enlèvements. On a rendez-vous avec Kathy Marden, la nièce de Betty, qui était déjà née au moment du kidnapping et qui a suivi de près ce qui leur est arrivé. Kathy Marden avait 13 ans quand elle a entendu parler de l'enlèvement des Hill. Après la mort de Barney le 25 février 1969, Betty s'est rapprochée de Kathy. Bonjour Kathy. Elle s'est longuement confiée à elle. Et depuis la mort de Betty en 2004, Kathy est la seule autorité sur le sujet. Son livre aborde l'affaire sous un jour nouveau. On se dirige vers l'endroit de la première rencontre? C'est ça. Le premier endroit où Betty et Barney se sont arrêtés et sont descendus de la voiture pour regarder le vaisseau aux jumelles. D'après Kathy, le couple a observé le vaisseau en 3 endroits différents sur l'autoroute numéro 3. Tout d'abord, sur l'aire de pique-nique du mont Cleveland, à 27 km au sud de Lancaster. Ensuite, à côté de Cannon Mountain. Et enfin, au bord d'un lac à 1,5 km au sud d'Indian Head, où ils se sont arrêtés et auraient été enlevés. On est sur l'aire de pique-nique du mont Cleveland. C'est le premier arrêt qu'ils ont fait sur la route. Betty était intriguée par une nouvelle lumière dans le ciel. Elle a sorti ses jumelles et regardé la lune. C'est là qu'elle a aperçu un vaisseau avec une drôle de forme. Elle a vu des lumières multicolores clignoter alors qu'il passait devant la lune. Puis il a tout de suite dévié sans un bruit. C'est ça qui était le plus étrange. À cet instant, elle a vu la forme de l'objet. Il semblait tourner sur lui-même. Une lumière bleue et blanche clignotait et il se déplaçait par paliers, comme s'il faisait des bonds dans le ciel. Le vaisseau a ensuite pris la direction du Vermont, au nord-ouest. Puis il est passé au-dessus du téléphérique de Cannon Mountain. Barney reprend la route pour se réfugier dans la ville la plus proche. Mais le vaisseau continue de suivre la voiture. Le vaisseau les a dépassés et a commencé à descendre à environ 30 mètres de leur véhicule, ce qui a forcé Barney à s'arrêter au milieu de la route. Il a regardé le vaisseau. Il y avait environ une dizaine de silhouettes au hublot en train de le dévisager. Barney a voulu s'enfuir au plus vite. J'ai accéléré pour leur échapper. Et j'ai continué de rouler. Finalement, j'ai quitté l'autoroute. Barney a bifurqué à gauche sur une piste de terre. Mais là, 6 ou 8 hommes lui barraient la route. Il ne comprenait pas. Que faisaient ces hommes au milieu de la route? C'est seulement quand les hommes se sont scindés en 2 groupes et se sont approchés de la voiture qu'ils ont vu qu'ils n'étaient pas humains. Les événements prennent alors une tournure plus violente. Les hommes ont ouvert la portière et sorti Betty. Ils ont entraîné Barney dans les bois jusqu'à leur vaisseau. En 1961, le lieu présumé de l'enlèvement n'est qu'une clairière au milieu de la forêt. C'est l'instant clé où ils sont passés du statut de voyageurs effrayés sur une route la nuit à celui de victimes d'enlèvement par des créatures venues d'une autre planète. Et ils ont été amenés ici. C'est ça. Et conduits à bord du vaisseau. Sous hypnose, ils ont déclaré tous les deux avoir emprunté une passerelle. Betty s'est débattue. Et c'est là que sa robe a été déchirée. Elle a été conduite à bord du vaisseau et Barney a été enfermé dans une pièce devant elle. C'est là qu'ils ont été soumis à toute une série d'expériences. Oui, et on leur a prélevé plusieurs
Il lui désigne une carte en 3 dimensions qui montre des étoiles reliées par des traits. Chose extraordinaire, pendant ces séances d'hypnose, Betty réussira à reproduire cette carte avec précision. Une fois les expériences terminées, les Hill sont reconduits à leur voiture. Barney a été conduit sur la piste et jusqu'à la voiture. Betty a été escortée par le chef et a regardé le vaisseau décoller. Je ne savais pas qu'il se souvenait de tous ces détails avant même l'intervention d'un psychiatre ou d'un hypnotiseur. Aux premières heures de l'aube après l'incident, le 20 septembre 1961, Betty et Barney Hill rentrent chez eux. Ils savent que quelque chose s'est produit, mais ils ne se souviennent pas des 2 heures manquantes. Plus tard dans la journée, Betty remarque une substance étrange sur la robe qu'elle portait la veille. Sa robe est tachée par une poudre rose. Bien qu'elle n'ait aucun souvenir de l'enlèvement, ni d'avoir été en contact avec une poudre rose, quelque chose la pousse à ranger sa robe dans la penderie sans la nettoyer. Personne n'a pris la peine de faire des analyses en 1961 sur aucune des preuves. Personne n'a regardé la robe de Betty en 1961. Elle était déchirée au niveau de la fermeture. Cette affaire, contrairement à la plupart des enlèvements, présente des preuves tangibles qu'on peut analyser. Les analyses de la mystérieuse poudre rose permettront-elles d'affirmer que les Hill ont été enlevés par des extraterrestres? C'est l'affaire clé, celle qui présente le plus de preuves parmi tous les scénarios d'enlèvement. L'équipe va analyser un échantillon de tissu de 10 cm sur 5 pour voir s'il reste des traces de cette poudre. Les sceptiques ne savent pas de quoi ils parlent. L'enlèvement de Betty et Barney Hill est révélé au monde entier en 1966, grâce au livre Interrupted Journey. Le livre devient un best-seller quand le magazine Look publie l'histoire dans ses numéros du 4 et du 18 octobre de la même année. En avançant vers moi, il m'a semblé d'apparence inhumaine, et j'ai eu l'impression d'être un minuscule insecte dont on s'emparait. J'étais comme un cobaye, et c'était une sensation effrayante. En 1975, le livre est adapté pour la télévision sous le titre The UFO Incident, un téléfilm avec James Earl Jones. Il approche. Mais non! Il n'approche pas, il est loin dans le ciel! Betty, qu'est-ce que tu veux me faire croire? Quels sont les critères d'un enlèvement extraterrestre? D'après les spécialistes, la victime doit tout d'abord être enlevée contre sa volonté. Ensuite, les extraterrestres doivent la conduire quelque part, généralement jusqu'à ce qu'on appelle le vaisseau mère. Enfin, la victime est raccompagnée au point de départ et ne se souvient plus de rien, comme Betty et Barney Hill. Le problème, c'est que beaucoup de gens déclarent avoir été enlevés et que les médias adorent ce genre de déclarations. C'est ça qui entretient le mythe des petits hommes verts et de leur soi-disant soucoupe volante. Résultat, quand des gens ont une expérience, ils associent ce qu'ils ont vécu à cette description. Et c'est un cercle vicieux qui entretient le mythe. Des dizaines de milliers d'enlèvements ont été déclarés, mais quasiment tous ont été reconnus comme étant des supercheries. Cependant, l'affaire Hill reste encore aujourd'hui un mystère. D'après les chasseurs d'ovnis, ce n'est pas une affaire comme les autres. Car cette fois, il y a des preuves. Il y avait des traces de lustrage sur le coffre. Il y avait des traces plus brillantes sur le coffre. De la taille d'une pièce de monnaie. Heureusement, un de nos voisins était un physicien. Il a conseillé à Betty de passer une boussole autour de la voiture pour voir comment réagirait l'aiguille. Chaque fois que j'approchais la boussole, l'aiguille se mettait à tourner dans tous les sens. Dès qu'on mettait la boussole n'importe où ailleurs, l'aiguille s'immobilisait. Betty a raconté qu'elle s'était débattue pendant l'enlèvement. Donc on peut se demander dans quel état est sa robe. Sa robe est abîmée. La fermeture est claire et déchirée. Le tissu a été froissé
est également contaminée. Il y a des taches un peu partout. Si des extraterrestres avaient laissé une substance sur la robe, elle serait encore visible. Ça fait 40 ans. Donc les échantillons seront forcément usés et abîmés par les années. La substance en question est une poudre rose retrouvée sur la robe. Qu'est-ce que ça peut être? Une substance sécrétée par un extraterrestre? Ou qui se serait trouvée sur les parois du vaisseau? Peut-être des protéines ou des enzymes. Mais comment savoir si quelque chose est extraterrestre? On cherche des anomalies. La nièce de Betty Hill a accepté de confier 2 échantillons de la robe pour analyse. Un échantillon de référence et un échantillon contaminé. Le docteur Ted Ackworth les apporte à Phyllis Budinger, une analyste chimique de renom qui a de longues années d'expérience chez BP. Elle analyse la robe à la recherche de la mystérieuse poudre rose et d'autres anomalies potentielles incrustées dans les fibres. Qu'est-ce qu'on a? Un morceau de la manche gauche de la robe. Et ça, c'est un échantillon avec la couleur d'origine. L'hypothèse est que la tache serait en rapport avec l'enlèvement? Oui, le tissu a été taché. Il y a très peu de cette substance sur l'échantillon de référence. Ça signifie qu'elle provient d'une source extérieure et absolument pas de Betty. Ça pourrait être une substance résiduelle? Peut-être. Elle a commencé par le regarder au microscope pour en faire une meilleure observation. Vous allez voir que contrairement à l'échantillon de référence, les fibres du tissu taché sont beaucoup moins ordonnées et les mailles sont plus espacées. Oui, je vois en effet que les mailles sont plus espacées. Quand on regarde bien, on voit qu'elles ont été malmenées. Au microscope, Phyllis Budinger a détecté des zones anormalement tachées et des fibres distendues. Le tissu a clairement été distendu, mécaniquement, contrairement à l'échantillon de référence. Tout ce que je vois semble confirmer l'hypothèse d'une lutte physique entre celle qui portait la robe et une tierce personne. Serait-ce la preuve que Betty s'est battue avec ses ravisseurs présumés pour tenter de leur échapper? Passons à l'analyse spectroscopique. Ça a l'air intéressant. L'infrarouge est une technique très probante. On s'en sert pour identifier les structures moléculaires. Le spectre infrarouge de chaque molécule est unique. En spectroanalyse, un rayon infrarouge traverse chaque molécule et produit une longueur d'onde unique, un peu comme une empreinte chimique. Pour identifier avec précision les composants de la robe, Phyllis Budinger extrait une petite dose de la substance inconnue. Voilà les résultats. Les traits sont dédoublés. On dirait qu'il y a au moins 2 types de composants extérieurs dans les fibres. L'un à base de protéines, l'autre à base de graisse. Les 2 sont communs et on les trouve partout. Donc la robe a bien été tachée, mais par des substances ordinaires. On a une meilleure idée de ce qui a taché la robe. Je ne peux pas vous dire si c'est humain ou non, mais en tout cas, il y a un lien biologique. Les analyses corroborent leur version. Mais elles ne disent pas si elle s'est battue contre un extraterrestre, un humain ou autre chose. Ce n'est pas suffisant. Mais un détail de l'affaire Betty et Barney Hill reste encore aujourd'hui inexpliqué. Et la carte des étoiles dessinée par Betty Hill. Sous hypnose, elle a reproduit une carte qui indiquerait où vivaient les extraterrestres. L'un d'eux lui a même fait un schéma pour lui montrer où était leur planète. Marjorie Fish, 8 ans plus tard, a réussi à prouver que cet amas Zeta Reticuli, ce système à 2 étoiles dont Betty avait parlé, existait bien. Zeta Reticuli est un amas d'étoiles centré autour de 2 étoiles principales, à environ 39 années-lumière de la Terre. Les astronomes n'ont cartographié cet amas qu'en 1972. Le schéma dessiné par Betty semble correspondre à l'amas en question, à 3 étoiles près.
Les cartes n'étaient pas identiques. Mais en 1972, quand la technologie a permis de voir cette partie de l'espace, qu'est-ce qu'on a découvert? Les 3 étoiles supplémentaires dessinées par Betty, et cette fois, ça collait parfaitement. C'est vrai. Comment Betty Hill a-t-elle pu déterminer précisément l'emplacement de ces étoiles et leur configuration? Elle les a identifiées et les a dessinées avant même qu'on ait la technologie pour le faire. Depuis que Betty Hill a déclaré avoir été enlevée et soumise à des analyses, des milliers de gens ont fait la même déclaration. Mais ces dernières années, ces phénomènes d'enlèvement extraterrestre ont pris une toute autre tournure. Plusieurs victimes venues du monde entier ont découvert dans leur corps de mystérieux implants. Ceci est peut-être l'image d'un implant extraterrestre à l'intérieur d'un corps humain. L'objet se déplace tout seul. C'est flippant. Les procédures médicales invasives sont souvent associées à des enlèvements extraterrestres. Ces dernières années, plusieurs douzaines de kidnappés ont fourni de nouveaux indices. Ils ont déclaré aux ufologues que, suite à leur enlèvement, il avait été découvert un objet intrus dans leur corps. L'équipe va interroger Tim Cullen à Yuma, dans le Colorado. Le Colorado est depuis longtemps un haut lieu d'observation d'OVNI. Le 27 août 1995, 21 témoins à 13 endroits différents au centre du Colorado ont déclaré avoir vu un objet volant en forme de cigare effectuer d'incroyables manœuvres. Les témoignages se sont multipliés pendant les 48 heures suivantes. C'est devenu l'un des plus importants incidents de ce genre de l'histoire contemporaine. Un témoin a même réussi à filmer l'objet. Tim Cullen a vu plusieurs ovnis de près. Un jour, il a découvert un objet étrange implanté dans son corps. Ça a commencé en mai 1978. Je rentrais de Denver avec ma femme et on remontait l'autoroute 59 quand un ovni est descendu juste devant nous. Il faisait 30 mètres de long, 6 mètres de large et 3 mètres de haut. Tim Cullen a vu l'objet volant sur l'autoroute 59 à 20 km de Yuma. L'appareil a survolé les champs et il a dû atterrir à peu près dans cette zone. Et tout à coup, 2 lumières se sont allumées, l'une au-dessus de l'autre, très brillantes. J'ai dû rester là 4 ou 5 minutes. Puis je me suis tourné vers ma femme et j'ai dit « On ferait mieux de rentrer en ville ». Et 4 ans plus tard, j'ai trouvé du métal dans mon bras. La peau ne présente aucune cicatrice. Et Tim Cullen avait passé une IRM avant d'avoir vu l'OVNI sur la route, qui confirme qu'à cette époque, il n'avait pas de métal dans le bras. Voilà l'objet. Il est à environ 5 cm du poignet. L'équipe consulte le docteur Roger Lear, un chirurgien basé en Californie. Le docteur Lear est déjà intervenu auprès d'une douzaine d'individus qui prétendaient avoir des implants extraterrestres. La plupart de ces implants n'ont jamais été analysés. Les autres étaient d'origine terrestre ou n'ont donné aucun résultat concluant. Ça ne peut pas être une sécrétion biologique ou un dépôt? Absolument pas. Les métaux contenus dans cet objet ne sont pas sécrétés par l'organisme. Ils lui sont étrangers. Et vous dites que si un objet de cette taille était entré par l'extérieur, il y aurait une plaie. Il lui faut un point d'entrée. On a examiné son bras et il n'a aucune cicatrice. D'accord. J'ai demandé l'avis d'un médecin et il m'a dit que c'était un objet anormal. Il l'a fait analyser par 3 laboratoires et les 3 ont confirmé qu'il était très inhabituel. J'ai peur que ce soit juste un morceau de métal qui a réussi à s'introduire dans le corps de Tim. Sauf que l'objet n'a entraîné ni rejet, ni réaction inflammatoire. Après l'intervention chirurgicale, on découvre même qu'un amas de nerfs s'est formé autour de l'implant. C'est une réaction tout à fait inhabituelle à la présence d'un corps étranger. Vous dites qu'il y avait des tissus autour. On peut voir? Bien sûr. L'objet s'est également comporté bizarrement pendant l'intervention.
qui a été entièrement filmé. C'est une vidéo de l'opération? Regarde la taille de cet objet, Pat. Il est là, il se déplace, il se déplace. Voilà ta preuve, tu as vu? L'objet se déplace tout seul. L'instrument ne le pousse pas. Il bouge dans le bras de Tim. Je ne peux pas être pleinement convaincu tant qu'on ne l'a pas examiné de très près. Il faut qu'un phénomène bizarre me cloue sur place pour que je me dise « c'est un objet extraterrestre ». Je ne sais pas ce que c'est. On le voit bouger sur l'écran. Je ne touche à rien. J'ai mis sur pause. On voit bien que la pince ne le touche pas. Il bouge tout seul. On la repasse. Il a encore sauté. Il a recommencé. Il saute. Regarde comme il bouge. Ça continue? C'est intéressant. C'est vraiment bizarre. Il bouge tout seul. Qu'est-ce qu'il fait bouger? Ce n'est pas la pince. Ce n'est pas non plus un autre instrument. Il n'y a pas de fluide. On ne voit aucun fluide dans le bras. Il se déplace dans les tissus grâce à une force autonome. Je ne sais pas quoi penser. Si ce n'est pas à cause d'un fluide, alors cet objet bouge tout seul. Et je ne comprends pas. C'est flippant. Le cas de Tim Cullen laisse l'équipe perplexe. Mais il existe des cas plus récents et encore plus troublants d'implants potentiellement extraterrestres. Le 11 décembre 2007, Jeff Harvey, un homme de 49 ans qui vit en Pennsylvanie, contacte l'équipe. Allons en parler au bureau. En 2001, Jeff Harvey est tombé gravement malade. Les médecins ont diagnostiqué un empoisonnement aux métaux lourds, dont la cause est restée indéterminée. Au même moment, Jeff Harvey a remarqué quelque chose d'étrange au niveau de la cuisse. Quand vous êtes-vous aperçu que vous aviez un objet dans le corps? J'ai commencé à perdre beaucoup de poids. À l'époque, je pesais 100 kilos. Aujourd'hui, je n'en pèse plus que 63, donc j'ai beaucoup maigri et je suis tombé très malade. S'il y a un lien entre les deux, je veux 1. Qu'on me l'enlève, et 2. Que l'objet soit analysé sous toutes ses coutures pour trouver une réponse. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est extraterrestre? C'est une des pistes que j'explore. Quand Jeff Harvey avait 8 ans, en 1967, son père et lui ont vu un ovni. Ils vivaient alors à Honesdale, en Pennsylvanie, à côté de Scranton. Mon père et moi pêchions tranquillement au bord de la rivière Lackawaxen. Au niveau des arbres, on l'a vu arriver. Une fumée noire sortait par derrière. Il était de forme circulaire et il était arrondi en dessous. Est-ce que vous vous souvenez avoir senti un objet pénétrer dans votre jambe? C'est ça le plus bizarre. Le médecin a parlé d'un éclat d'obus. Mais je n'ai jamais fait la guerre. Je n'ai aucune raison d'avoir ça en moi. Mais vous avez vu un ovni. Il y a peut-être un lien entre les deux. L'équipe des chasseurs d'ovnis n'est pas au bout de ses surprises. On a détecté une fréquence radio. Jeff Harvey est conduit au cabinet du Dr Lear à Thousand Oaks, en Californie, pour des examens préopératoires de l'implant présumé extraterrestre. On va chercher de la radioactivité, des champs électromagnétiques, ce genre de choses. Suivez-moi. Très bien. Jeff Harvey a détecté un corps magnétique dans sa jambe il y a 4 ans. Quand je l'ai remarqué, j'ai tout de suite voulu savoir ce que c'était. J'ai consulté des médecins qui m'ont dit « c'est un kyste graisseux, c'est rien du tout ». Mais un jour, j'ai voulu savoir si c'était du métal. J'ai collé un aimant dessus et là je me suis dit « attendez, aucun kyste n'est magnétique ». Jeff, venez. Ce n'est qu'une fois l'objet retiré du corps que l'équipe pourra déterminer scientifiquement son origine. Là, c'est l'os. Et là, c'est votre objet. Le corps étranger ressemble à une petite bille, à peine plus grosse qu'une bille d'airsoft, enfouie à 3 ou 4 mm sous la peau de la cuisse droite.
En termes de taille, c'est assez proche de ce que j'ai déjà vu. Jeff Harvey dit ne pas savoir comment cet objet est arrivé là. Il ne se souvient d'aucun incident qui expliquerait qu'un morceau de métal se soit logé dans son corps. Et il n'y a aucune cicatrice à proximité de l'implant. Ceux que vous avez déjà enlevés étaient aussi près de la peau? Non, d'habitude, ils sont plus près de l'os. Mais il était peut-être plus enfoui à l'origine et il est remonté à la surface. Avant d'aller au bloc et d'enlever l'implant, on doit déterminer ce que c'est. On va faire des tests de magnétisme et de radiofréquence. C'est un aimant d'une capacité de 115 kg qui génère un magnétisme important. Si cet objet réagit au champ magnétique, il devrait se rapprocher de la surface de la peau. C'est bien cet endroit, Jeff. Juste là. Juste là. On le voit ressortir un peu. Vous voyez la peau? Oui, je vois. Il y a un point en relief. Ça le fait ressortir de combien, à votre avis? Je dirais 3 mm. 3 mm? On va tester la radioactivité, les champs électromagnétiques et la radiofréquence. Avant d'extraire définitivement l'implant, on essaie de voir si on détecte quelque chose. On sait déjà qu'il est magnétique. Il est peut-être aussi radioactif ou il envoie peut-être un signal radio. Donc on doit définir si c'est un simple morceau de métal ou s'il a une fonction précise. Cet instrument s'appelle un gaussmètre. Il sert à détecter les champs électromagnétiques. On va voir ce qui se passe. Ce bruit indique un champ électromagnétique très fort. Je lis 10 milligauss. C'est extrêmement élevé. Il est très rare qu'un si petit fragment métallique génère un tel champ, à moins d'être branché à une source d'énergie. Vous savez, je n'y croyais pas vraiment avant de voir les chiffres. L'instrument suivant est un détecteur de radiofréquence. On peut utiliser 2 fréquences, l'une en gigahertz, l'autre en mégahertz. Le Dr Lear balaie un très large éventail d'ondes radio, du bas de l'échelle des mégahertz au sommet de l'échelle des gigahertz. Les mégahertz représentent la longueur d'onde utilisée par les radios FM et les télévisions. Les gigahertz sont plus élevés. On en trouve par exemple dans les micro-ondes et les téléphones portables. Il émet une fréquence radio. Elles sont de 591 25 254 gigahertz. Voyons maintenant les mégahertz. Ils sont à 35,893. C'est en mégahertz. La fréquence en mégahertz est en dessous de la bande des très hautes fréquences. C'est celle utilisée par les satellites radio et la communication terrestre. Le gouvernement et les consommateurs l'utilisent. On a appris quelque chose aujourd'hui. Il n'y a plus qu'à attendre demain d'avoir l'objet entre nos mains. Les résultats de nos analyses sont très intéressants. On a mesuré 10 milligauss et une radiofréquence de 35 MHz et de 59 GHz. 35 MHz, c'est la bande des très hautes fréquences, comme la radio FM ou la télévision. Ce sont probablement les radiations environnantes qu'il a réussi à capter. Mais l'autre, 59 GHz, ouais, c'est extrêmement élevé. C'est la fréquence que les radioastronomes utilisent pour détecter les ondes radio venues de l'espace. Pourquoi un objet dans le corps d'un homme générerait une telle fréquence? Soit il envoie un signal à une distance relativement lointaine, soit c'est une sorte de balise. Ces chiffres en termes de magnitude ne sont pas particulièrement élevés. Ça peut tout à fait être dû à l'environnement de la pièce où vous étiez. Ce n'est pas très concluant. Il faut extraire l'implant et faire d'autres analyses. On est devant le pavillon de chirurgie. Tout est prêt. Le bloc opératoire est prêt. Je suis impatient de voir ce qu'on va trouver. Avant l'opération, l'équipe médicale prélève du sang à Jeff Harvey afin que l'objet soit conservé dans le même fluide.
Vous êtes prêts? Merci. Au début, je vais m'aider de l'écran, car je dois vraiment trouver cet objet. Le docteur John Matriciano, chirurgien à Thousand Oaks, en Californie, dirige l'opération. Ça y est, enfin. Je vous fais une anesthésie locale. On va chercher à l'emplacement qu'on a marqué. Je fais une petite incision dans la peau. Je ne le sens pas, je vais regarder un peu l'écran. Je recule. Je crois que j'aperçois quelque chose. On dirait un point noir. Je veux être sûr d'être au bon endroit. Je vais l'attraper si je peux. Vous êtes dessus. Oui, on dirait. Vous le passez fort. L'abîmez pas. Non, il est glissant. Je l'ai. Vous le voyez? Oui, ça paraît solide. Le chirurgien est surpris de découvrir que des tissus se sont greffés à l'objet. On dirait qu'il était enfermé dans une bulle de matière organique greffée au corps. Ça n'a pas été facile de le sortir. Ça y est, je l'ai. Tenez, c'est bon. La taille de l'objet m'a surpris. Il était plus plat et plus rond que ce que j'imaginais. Et j'étais très surpris qu'un si petit objet génère un tel signal vers l'extérieur de mon corps. On le trempe dans le sérum. Je suis curieux de savoir ce qui se passe, maintenant qu'il n'est plus dans mon corps. Ce qui va changer. L'étape suivante est de faire analyser l'objet en laboratoire. Mais quand l'équipe effectue ces analyses, C'est là. ils font une découverte à laquelle personne ne s'attendait. On dirait une petite météorite. Merci beaucoup. Après avoir prélevé un présumé implant extraterrestre de la cuisse de Jeff Harvey, l'équipe fait quelques analyses pour déterminer s'il émet toujours les mêmes ondes radio. On a quelle radiofréquence? La radiofréquence s'annule. Elle s'est arrêtée. L'implant n'émet plus de signal. Que l'objet ait été désactivé, coupé volontairement ou mis hors service, les ondes radio qu'il émettait signifient qu'il est plus complexe qu'il n'y paraît. Bonjour Richard, j'ai apporté l'échantillon dont je vous ai parlé. On peut se servir du microscope? Bien sûr. L'étape suivante consiste à analyser l'objet. Est-il facilement identifiable ou est-il anormal? L'équipe confie l'objet à Richard Matson, du laboratoire SEAL à El Segundo en Californie. Fort de 36 années d'expérience, ce laboratoire d'analyse indépendant est l'un des plus renommés du pays. Pour tirer des conclusions scientifiques, on doit savoir exactement à quoi on a affaire et soumettre l'objet à des analyses métallurgiques et biologiques pour y voir plus clair. L'échantillon est petit. Il ne mesure qu'1 à 2 mm. Qu'est-ce que vous regardez? La géométrie, la forme, la couleur, la surface, la texture, c'est déjà un bon début. Il a une forme irrégulière. On dirait qu'il est noir et marron. On dirait une petite météorite. Il y a des jointures? Non, on ne dirait pas un objet fabriqué. Au microscope, avec un grossissement 40, on a une idée plus précise de ce que c'est. L'objet présente deux couches distinctes, une interne de couleur claire et une externe plus foncée. J'ai bien regardé la surface et elle m'a paru noircie ou carbonisée. C'est peut-être de la rouille. C'est vrai. De l'oxydation? Mais en y regardant de plus près, une troisième région apparaît. L'objet présente une étrange protubérance. On dirait quelque chose qui a séché, comme du gel. On a appelé ça la nageoire, car on dirait une nageoire qui pointe sur le côté. J'aimerais vraiment savoir de quoi elle est faite.
C'est un microscope électronique à électrons. Ici, on a une source d'électrons. Un faisceau d'électrons est envoyé verticalement sur l'échantillon. On peut le scanner sous différents angles. On peut obtenir des images en coupe qui nous donneront des informations sur les composants. Jolie machine. Oui. Le voilà. On pourrait avoir l'image radio de cette nageoire? On voit bien ici que ce n'est pas de la matière qui sort de l'objet, mais quelque chose qui s'y est greffé. Le spectre de la matière en question est organique. Donc, pour je ne sais quelle raison, on a un morceau de corps humain qui s'est accroché à la surface de l'objet. C'est assez étrange et en même temps très intéressant, parce que le corps humain a deux types de réactions face à un objet étranger. La première, la plus extrême, c'est quand l'organisme l'enveloppe de pus et l'expulse. La seconde, c'est quand l'objet ne provoque qu'une légère inflammation. On dirait ici qu'un peu de matière organique s'est fixée sur l'échantillon. Ça ne ressemble pas du tout au cas décrit par le Dr Lear. Le corps aurait dû le rejeter, mais cette fois il l'a absorbé. Il s'y est greffé. C'est passionnant. Est-ce qu'il s'est fixé à l'échantillon de manière inhabituelle? Pour moi, non. L'équipe continue d'analyser l'objet à la recherche d'anomalies. On a une bonne idée de ce que sont les composants. Je vois du fer, de l'oxygène, du carbone et aussi Du soufre. Le plus élevé, c'est le carbone. le carbone et l'oxygène qu'ils croyaient nocifs. En fait, on les trouve tous dans les fluides corporels. Mais si on élimine tout ça, il nous reste le fer. Donc c'est sûrement du fer. On vient de zoomer sur une troisième région de l'objet, là où la coloration est plus sombre. Et voici le graphique. C'est très similaire. Le phosphore, il y en a plus dans cette zone. Pour l'instant, je ne vois rien de bizarre. On a un échantillon d'1 ou 2 mm de diamètre composé de fer. Il est scientifiquement possible qu'un corps étranger migre à l'intérieur de l'organisme et ressorte loin de son point d'entrée plusieurs années plus tard. Mon travail consiste à analyser les données et à trouver quelque chose d'inhabituel. Dans le cas présent, je ne vois rien de surprenant. Je suis un peu le rabat-joie de service, et c'est le cas aujourd'hui. Ted pense que l'implant est un petit morceau de fer qui a migré naturellement. On pourrait débattre du cas de Jeff Harvey toute la nuit, mais le fait est qu'il a vécu un événement traumatisant. Vous l'avez emmené au laboratoire, vous avez fait des analyses et découvert au moins une chose très étrange, qu'un peu de tissu humain, de protéines, s'était fixé à l'objet en question. Je suis très content d'avoir eu la chance d'extraire par un acte chirurgical ce qu'on prenait pour un objet intrus ou un implant extraterrestre. Mais après toutes nos analyses scientifiques, pour moi, c'est simplement un petit morceau de fer oxydé. Et les tissus attachés au métal? On n'a pas la technologie pour faire ça sur Terre. Donc pour moi, c'est au-delà de nos capacités et peut-être extraterrestre. On a appliqué notre technologie à l'ufologie. Ça a rarement été fait dans ce domaine. Un sceptique dira toujours qu'on n'a pas trouvé l'existence de l'OVNI, comme si on devait mettre l'OVNI sur la table pour prouver qu'il existe. Mais d'un autre côté, l'ufologue dira qu'on n'a pas prouvé qu'il n'existe pas. Montrez-moi quelque chose qui prouve que ce n'est pas un OVNI. On n'a pas trouvé un seul élément qui prouve qu'il n'y a pas de présence extraterrestre sur Terre qui nous influence au quotidien et voyage dans notre ciel. Un incident qui s'est produit sur une route du New Hampshire en 1961, un couple enlevé par des extraterrestres, a encore des conséquences aujourd'hui. Il y aurait chaque année plusieurs centaines d'enlèvements extraterrestres. Mais la vérité sur le déroulement de ces enlèvements ne sera peut-être jamais connue. Sommes-nous réellement observés par des êtres venus d'ailleurs? Laissent-ils derrière eux des traces de leur passage sur notre planète? Ou ces récits viennent-ils non pas du fin fond de l'univers, mais du tréfond de notre imagination?